Donc, moi, je m'appelle Aude Vandenbourg. Je m'occupe en fait donc d'une association qui est sur Marseille et qui gère un équipement culturel qui se trouve dans ce qu'on désigne comme les quartiers nord de Marseille. Euh, et donc, cette association est financée par des financements publics. C'est une petite association qui comprend une quinzaine de membres et qui gère donc sur le site, il y a une dizaine de structures où il y a à peu près 200 personnes. Donc ce lieu s'appelle la Cité des Arts de la Rue. On peut passer à la slide suivante. Donc au nord de Marseille. Peut-être, voilà. Pour recontextualiser, on est au sein de la métropole Aix-Marseille, 1,8 million d'habitants, et la ville de Marseille, elle, on peut rester sur la slide suivante, comprend 800 000 habitants. Donc elle représente 800 000 sur les 1,8 de la métropole. Le projet se situe, lui, donc je vous disais, dans les quartiers nord, qui, eux, regroupent à peu près 300 000 de ces 800 000 habitants de la ville de Marseille. Et ce sont donc des quartiers qu'on appelle des quartiers pour l'essentiel en politique de la ville, c'est-à-dire qui vont remplir les critères de difficultés économiques, sociales. On a dans ces quartiers les plus forts taux de pauvreté, de chômage. À titre d'exemple, la cité qui se trouve en face de notre équipement culturel, on est à des 40% de taux de pauvreté. La slide suivante. Donc là, c'est une vue de notre site vers le sud de Marseille. C'est un territoire aussi qui est assez, assez pauvre en espace naturel. Vous avez là, je vous ai mis quelques chiffres. On est à 3,1 mètres carrés par habitant d'espace naturel dans ces 4 arrondissements du nord de Marseille, quand on est à 11,3, donc presque 4 fois plus dans 2 des arrondissements au sud de la ville. Là, vous avez une peinture d'Émile Loubon qui est prise toujours du site du même équipement culturel d'où je vous parle, sur la baie de Marseille, au 19e, et qui montre encore donc, cette ville de Faubourg qui était avec des espaces plutôt champêtres. Et on voit en contrebas un peu les usines déjà. On peut passer à la slide suivante. Donc là, on revient aujourd'hui. On regarde du sud, donc on tourne le dos à la mer qu'on venait de voir sur la peinture précédente. Ce territoire-là a subi l'arrivée des grands ensembles qu'on voit là sur le front, de l'autoroute également, ça de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70, et qui a fracturé, créé des scissions géographiques très importantes sur une trame urbaine, sur la trame urbaine existante. On peut changer de slide. Donc, on est là de l'autre côté. La vue précédente nous faisait arriver sur le site. Là, on voit le site de l'arrière, et donc l'autre côté du vallon. Donc, c'est sur ce site que je travaille, qui est une ancienne huilerie-savonnerie. On voit une cuve encore de huilerie au premier plan. Donc, ancienne friche industrielle, et qui est dans un vallon qu'on appelle donc le vallon des Égalades, dans lequel se trouve un cours d'eau et qui donc se retrouve au milieu de 2 cités. Les cités que vous voyez au fond, là, sont donc la cité des Égalades pour laquelle j'évoquais les 40% de pauvreté de la population,
Et de l'autre côté, un autre grand ensemble qu'on appelle la vis, qu'on a vu sur la slide précédente. On peut changer de slide. Donc, c'est un site qui fait en tout. Donc, ça, ce sont les autres grands ensembles. Là, on est là de l'autre côté de l'autre vue du vallon. Donc, c'est un site qui fait 3,5 hectares et qui a été pensé par les deux directeurs artistiques dans les années 90 pour créer une scène de répétition à ciel ouvert, puisque c'est un lieu qui est dédié au travail artistique en espace public. Et donc, pour ça, on a besoin d'une scène de répétition à l'échelle de la ville. Et ce lieu a été conçu pour cela. On peut passer à la slide suivante. Et je vous propose de continuer les 3-4 slides à suivre. Le lieu a été inauguré en 2013 par le maire de la ville, parce que c'est un site qui appartient à la ville de Marseille et qui accueille donc une dizaine de structures artistiques qui viennent imaginer, se former, concevoir, construire, transmettre des spectacles qui seront dédiés à l'espace public. Et là, on peut passer les 2-3 slides. Je crois que j'ai mis 2-3 slides d'exemples de spectacles. Là, c'est la FEA, là, c'est Générique Vapeur. Et la toute première en carton était un artiste qui s'appelle Olivier Grossetête, dont on a parlé un peu dans la presse récemment, qui a fait un pont en Australie, je crois. Son principe étant, ce sont des projets participatifs de reconstruction de bâtiments, d'éléments de la ville par des participants bénévoles en associant des cartons. Alors, on peut passer aux suivantes. C'est une autre forme d'intervention. Et donc, ces artistes ont découvert ce ruisseau, ce cours d'eau qu'on voit là, à gauche. Le gros bâtiment est un des 3 bâtiments du site. Et donc, on voit là le cours d'eau des Égalades qui a été, dont on voit tout en haut, un petit peu à droite dans l'angle, l'autoroute, qui est donc, qu'on avait emprunté tout à l'heure, qui est venue couper et rompre les circulations piétonnes qui existaient entre ces deux quartiers des Égalades et de la Viste et qui se rejoignaient notamment sur ce cours d'eau. On peut passer à la slide suivante. C'est en fait un espace qui avait été laissé en friche, complètement abandonné. La parcelle mitoyenne fait 1,2 hectare. On voit à l'arrière-plan donc la Cité des Arts de la Rue. On peut passer la slide suivante. Et ce cours d'eau avait été totalement, on l'appelait un cours d'eau orphelin, parce que oublié d'à peu près tout, sauf les anciens du quartier, qui était devenu un réseau d'assainissement dans lequel on a encore, mais heureusement de moins en moins, beaucoup de rejets de l'industrie. Ça, il reste pratiquement à un seul endroit, mais pendant de très longues années, ça a été le cas. Rejet aussi des réseaux des particuliers à l'intérieur, des accumulations de macro-déchets aussi, soit liées à l'industrie. On a retrouvé des accumulations de bouteilles en plastique de l'ancienne huilerie Savonnerie, par exemple, soit de ce qui est rejeté par l'activité urbaine en plein air. À Marseille, il y a aussi beaucoup de vent, donc un vallon et un cours d'eau récupèrent beaucoup de ces déchets. On peut passer à la slide suivante. Néanmoins, c'est un site qu'on a redécouvert avec des artistes et qui a attiré l'attention, qu'on a essayé de valoriser une première fois. En 2013, à l'occasion à Marseille, a été accueilli un forum européen pour la convention de Faro, qui est une convention européenne pour la défense et la valorisation du patrimoine culturel. Et c'est clair qu'en discutant avec les gens du quartier, du territoire, il restait l'imaginaire d'une cascade qui était sur ce cours d'eau. Et là, vous avez un petit montage. Si vous regardez tout en haut de la cascade, la couleur du t-shirt du jeune homme ne correspond pas tout à fait au style des chapeaux à voilettes des dames en bas. Et c'est un petit jeu qu'on a fait avec des jeunes du quartier sur ce photomontage. On peut passer à la slide suivante. Après avoir montré donc, dans une démarche beaucoup autour des Journées européennes du patrimoine et donc en particulier à l'occasion en 2013 la convention Faro, donc on ne montrait qu'une fois par an ce site,
on est rentré dans une action un peu plus importante en créant un chantier d'insertion professionnelle en 2016 sur lequel on embauche des gens sous contrat à durée de travail, à durée déterminée. Ce sont des parcours d'1 an en moyenne pour revaloriser ce patrimoine naturel à partir de cette parcelle autour du cours d'eau. On peut passer à la slide suivante et on a une 50aine de personnes qui sont passées. Autre dimension, c'est une dimension d'aménagement qui utilise ce qu'on trouve sur place, donc y compris les pneus que vous voyez là, qui ont servi à créer des escaliers à l'intérieur sur le site. Aussi les pierres, on a remonté tous les murets. On peut passer à la slide suivante. L'autre dimension, une démarche évidemment écologique, avec des formations mises en place pour les gens qui sont dans l'insertion professionnelle sur ces questions de restauration et d'aménagement autonome. Ça veut dire avec le moins d'intervention humaine possible de nouveaux espaces naturels en ville. Et puis des grosses opérations de collecte de déchets. Vous voyez là un peu ce qu'on a pu retirer. On a retiré en 1 an 40 tonnes de déchets sur une seule année, passant de la voiture à tous les sacs que vous voyez là. On peut passer à la slide suivante. Et puis, une autre dimension du projet, ça a été tout de suite de poser des installations artistiques pour sensibiliser le public à ce lieu. D'abord pour l'attirer, pour le faire venir, et puis aussi pour parler des problématiques qu'on trouve sur le lieu. On peut passer à la slide suivante. Là, c'était un autre projet artistique qui était un récit collectif qui s'appelle Les Trésors de la Cascade. Et vous voyez, en fait, là, c'est un récit qui a été inventé à partir des déchets qui ont été trouvés sur place. Et c'est un récit un petit peu surréaliste. On peut passer à la slide suivante. Et tout ça a permis, la finalité du projet, c'était de recréer un espace naturel et public de qualité si possible. Et les installations artistiques nous y aident. Dans ces quartiers où je vous disais en introduction, il y a quand même un déséquilibre en termes d'espace public naturel. Donc, depuis 2018, on accueille entre 3 et 4 000 personnes par an. On peut passer à la slide suivante. Une autre vue avec donc de la fameuse cascade. Oui, c'est très bien, la suivante également, si vous voulez. Donc ça, c'est la fameuse cascade. Toutes les installations que vous voyez, là, le petit promontoire, ont été construits dans le cadre du chantier d'insertion professionnelle. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas de formation et qui sont encadrés par des artistes constructeurs de chez nous. On peut passer à la slide suivante. Ce sont des visiteurs et on peut passer à la slide suivante. Les dernières étapes du projet, c'est qu'à partir de ce jardin et de l'audience qu'a eu ce projet, parce qu'il y en a eu beaucoup d'images qui sont sur les réseaux sociaux, les images qui illustrent aussi les projets d'aménagement portés par la ville, où nous avons un Euroméditerranée qui est une opération nationale d'aménagement qui, dans ses prochains développements, vise la création d'un parc urbain qui va venir se poser sur ce cours d'eau et utiliser ce cours d'eau comme zone d'humidification. Et en fait, avant que ce parc n'existe, dans toutes les plaquettes de présentation de son parc, ce sont des plaquettes, ce sont des visuels de notre jardin et de notre cascade qui servent à l'illustrer aujourd'hui. Donc, toute cette audience a fait qu'à partir de là, on a un collectif de gens du territoire se sont réunis. Ce collectif est composé aussi bien de représentants des habitants, de CIQ, d'artistes, d'associations de défense de l'environnement, de réseaux d'entreprises mitoyens, et je crois que je n'oublie rien, sur presque aujourd'hui toute la longueur du cours d'eau. À partir de cette parcelle, on est parti avec ce collectif sur une démarche qui permet de veiller, de protéger, de parler de ce cours d'eau sur l'ensemble de sa longueur. Il n'est pas très très long non plus, hein, il traverse 2 communes, et voilà. Donc à partir de là, on peut passer à la slide suivante. On partage les connaissances, ça veut dire il y a des présentations, on appelle ça des conférences sauvages, qui ont lieu toujours à l'extérieur, tout à côté de la cascade, quel que soit le mois de l'année, qui sont proposées par le Bureau des Guides, qui est une association culturelle qui a créé un GR 2013 à Marseille, et qui invite un intervenant chaque mois qui va venir parler
d'un cours d'eau, de toutes les problématiques que ça pose en zone urbaine. Ça peut être un artiste, ça peut être un urbaniste, ça peut être un aménageur, ça peut être un porteur de projet sur des cours d'eau similaires, ça peut être une juriste qui vient nous parler de la question de donner une personnalité juridique à un cours d'eau. Voilà, ce sont des angles d'approche très différents. La slide suivante. Et vous voyez, on a un public très divers. Les autres actions communes, c'est de relier les initiatives et les territoires des bassins versants. Et maintenant, les opérations de collecte de macro-déchets, on le fait sur 4 points distants du cours d'eau. La slide suivante, ce sont les images de cette année. La dernière slide, avant-dernière, je crois. Et puis, des opérations communes. On a fait pour une première édition d'une fête du ruisseau sur 3 jours. Voilà, qui a associé plusieurs opérateurs. On a reçu à peu près 1000 personnes sur différentes propositions. Et donc, la dernière slide en conclusion, si j'essaie de sortir un peu, de tirer un petit peu les clés liées à la résilience autour de ce projet-là, c'est de prendre en compte les vulnérabilités du territoire à l'origine. Donc, on a pris en compte, je sais pas, les difficultés économiques. Donc, le chantier d'insertion vient, c'est là d'amener une réponse emploi modestement à ces difficultés, hein, naturelles avec la pénurie d'espace, institutionnel parce que c'est un cours d'eau qui est métropolitain mais qui n'était abordé par aucune politique publique métropolitaine jusqu'à peu de temps. Et puis politique parce que nous avons 2 majorités politiques différentes entre la métropole et la ville de Marseille. Et ça a une incidence puisqu'effectivement, même si c'est la métropole qui la première s'est saisie au final de ce cours d'eau et en activant une politique publique, notamment qu'on appelle le contrat de baie, des plans de gestion de l'eau, etc. Dans la préparation de ces politiques publiques, la ville, qui représente quand même les 3/4, non même les 9/10 du territoire traversé par le cours d'eau, était absente jusqu'à présent. Ensuite, un autre élément, c'est qu'il me semble que l'expérimentation qui a permis de révéler un espace urbain naturel est aussi un élément de la résilience. Le récit, la place du récit et de l'histoire dès le démarrage du projet, mis en valeur par les interventions artistiques, mais qui était là aussi voilà, pour ne pas partir d'un territoire vierge, mais de son patrimoine et de son histoire et de la rendre toujours visible. L'autre élément, c'est une communauté apprenante et agissante avec donc, ce collectif que je vous ai évoqué, qu'on appelle les Gamards. Et puis, à travers ce collectif, une démarche d'appropriation collective de ce cours d'eau qui avait été donc orphelin pendant très longtemps, qui maintenant a plein de marins et de parraines, et qui est revendiqué par ce collectif comme un bien commun. Voilà. Et puis, pour finir, demain, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de politiques publiques commencent à s'intéresser à ce cours d'eau, à différents titres, notamment au titre du parc d'Euroméditerranée que je vous ai évoqué tout à l'heure, et qu'on se heurte aujourd'hui à la difficulté de trouver une place, de trouver notre place avec ce collectif au milieu des instances qui commencent à être actionnées par ces politiques publiques. Je citerai 2 choses. Un comité de rivière, qui est donc une instance institutionnelle de la métropole, vient d'être désigné comme étant en charge de la gestion de ce cours d'eau. Et on se retrouve à être quelque part peut-être limité à être prestataire de services de ce comité de rivière, ce qui nous semble réducteur par rapport à la mobilisation du collectif. Et autre conséquence, une entreprise qui avait une délégation de service public simplement pour éviter les embâcles et éviter donc les risques d'inondation du cours d'eau, vient de voir étendue sa délégation de service public à l'entretien du cours d'eau. Donc là aussi, on cherche des endroits de discussion avec cette entreprise pour faire que la forme d'aménagement que l'on fait, qui est très dans la dentelle, petit à petit, lente, mais qui, avec les éléments du territoire, soit maintenue. Voilà, merci.